Chers élèves, bacheliers de l'année scolaire 2021-2022, je suis très heureuse de vous rendre hommage aujourd'hui à l'occasion de la fin de l'année scolaire et à la veille de vos examens finaux, suite de quoi vous aurez les clés de votre autonomie pour affronter un nouveau monde de vie, celle des études supérieures et de la vie active. Au cours de mon intervention aujourd'hui, je vais mettre à votre disposition un aperçu global et synthétique sur le cadre de référence de l'examen national SVT, sciences physiques. On va commencer par l'organisation des domaines. On va commencer par le domaine numéro 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Bien entendu, vous êtes censé connaître les réactions responsables de la libération de l'énergie, c'est-à-dire notion de respiration, notion de fermentation, les étapes essentielles de la glycolyse, structure et ultrastructure de la mitochondrie, les étapes essentielles du cycle de Krebs, le bilan énergétique de ce cycle, la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative, le bilan énergétique de la respiration, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP produites suite à la dégradation d'une molécule de glucose, bien sûr, en aérobiose, c'est-à-dire en présence d'oxygène, c'est-à-dire la respiration. Après, les étapes essentielles de la fermentation et aussi le bilan énergétique de la fermentation. Et bien entendu, après, le rendement énergétique, c'est un pourcentage concernant la respiration et la fermentation. Donc, bien sûr, on a des objectifs dans ce chapitre-là, dans ce domaine numéro 1, c'est essayer de comparer la respiration et la fermentation, mettre en évidence la relation entre la respiration et la fermentation, bien entendu, et les structures cellulaires qui interviennent dans ces deux phénomènes, appliquer le raisonnement scientifique, déduire les conditions de respiration et de fermentation, déterminer les étapes essentielles des réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique, déduire le bilan énergétique, décrire les constituants, la structure, l'infrastructure de la mitochondrie, la mettre en évidence et sa relation avec les réactions de la respiration cellulaire, comparer le bilan énergétique de la respiration et de la fermentation, calculer le rendement énergétique des deux phénomènes, représenter graphiquement les aspects de la respiration, réaliser un schéma de synthèse du bilan énergétique des deux phénomènes, la respiration et la fermentation. Donc, chapitre 1, il représente 25%, bien entendu, c'est-à-dire 5 points. Ça peut être un exercice de restitution des connaissances, comme ça peut être un exercice de raisonnement scientifique. Donc, ce sont les sous-domaines de ce chapitre, ainsi que les connaissances essentielles que vous êtes censés connaître dans ce chapitre-là. On est toujours dans le domaine consommation de la matière organique et flux d'énergie. Le deuxième sous-domaine, c'est le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie, c'est-à-dire cette énergie produite pendant la respiration et pendant la fermentation, elle va être utilisée par le muscle qui va la convertir d'une énergie chimique liée à l'ATP en énergie mécanique liée à la contraction, bien sûr musculaire. Donc, les connaissances, c'est quoi le myogramme? C'est-à-dire la secousse musculaire, le tétanos parfait, le tétanos imparfait. Ça s'appelle les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. On a aussi les phénomènes thermiques et chimiques. Phénomènes thermiques, c'est-à-dire que la contraction musculaire est toujours accompagnée d'une production de chaleur qu'on a appelée phénomène thermique. Et bien entendu, pour qu'il y ait contraction, le muscle a besoin d'énergie
cette énergie, elle a comme origine des produits chimiques. Donc, ça s'appelle des phénomènes chimiques, c'est-à-dire consommer le glucose, consommer l'oxygène pour avoir l'énergie nécessaire à sa contraction. Puis après, on a entamé la structure et l'ultrastructure du muscle, la structure moléculaire des myofilaments et, bien entendu, l'origine de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire, le mécanisme de la contraction, les voies métaboliques de régénération de l'ATP pour qu'il y ait une continuité de la contraction. Donc, les objectifs de ce sous-domaine-là, l'élève censé analyser, interpréter les myogrammes, il est capable de distinguer entre une secousse, une seule excitation, bien entendu, la fusion complète, la fusion incomplète des excitations, plusieurs excitations successives, le tétanos parfait, le tétanos imparfait, comparer l'état d'une fibre musculaire au repos et au cours de contraction, appliquer le raisonnement scientifique sur des données liées à la contraction, expliquer les mécanismes de la contraction musculaire en exploitant la structure et l'ultrastructure de la cellule musculaire, déterminer les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction, c'est-à-dire les phénomènes chimiques et mécaniques qui accompagnent les phénomènes mécaniques. La contraction musculaire, ce sont des phénomènes mécaniques qui sont toujours accompagnés par des phénomènes thermiques et bien sûr chimiques. Montrer ou bien mettre en évidence la relation entre les phénomènes thermiques, chimiques et la contraction, déduire les voies de régénération de l'ATP pour qu'il y ait une continuité de la contraction musculaire. Montrer ou bien mettre en évidence la relation entre les voies de régénération de l'ATP et le type d'effort, réaliser des schémas du mécanisme de la contraction musculaire. En fin de compte, les connaissances de base de ce domaine, réaliser un schéma de synthèse de la consommation de la matière organique et du flux d'énergie dans la cellule. Le domaine suivant, c'est nature de l'information génétique, son expression et sa transmission, que ce soit par la mitose, que ce soit par la reproduction sexuée. Dans l'information génétique, son expression, c'est-à-dire passage de l'information génétique à l'apparition des caractères, transmission de l'information génétique par mitose et par reproduction sexuée. On a commencé par localiser l'information génétique. On a mis en évidence le rôle des chromosomes dans la transmission de l'information génétique. Aussi, les étapes du phénomène responsable de la transmission de l'information génétique, la mitose, qu'on a comparé chez une cellule végétale avec celle d'une cellule animale. Après le cycle cellulaire, la nature de l'information génétique, la nature chimique, c'est l'ADN bien entendu, composition, structure de l'ADN et sa relation avec les chromosomes, notion de caractère, c'est quoi le gène, c'est quoi l'allèle, c'est quoi la mutation, et bien entendu, on a établi relation caractère-protéine, gène-protéine, pour établir enfin la relation gène-protéine-caractère. Il faut, dans ce domaine-là, déduire la localisation de l'information génétique, les expériences qui permettent de mettre ou bien de localiser l'information génétique, connaître les phases de la mitose, les caractéristiques de chaque étape, représenter un cycle cellulaire et, bien entendu, déduire son rôle dans la stabilité de l'information génétique, déduire aussi le rôle des chromosomes, déterminer la nature du matériel génétique, qui est l'ADN, mettre en évidence la relation entre les chromosomes et l'ADN. Avant qu'il y ait mitose ou bien méiose, la cellule n'entame ce phénomène-là
que si elle réplique sa quantité d'ADN. Donc, on doit mettre en évidence le rôle de la réplication de l'ADN dans la stabilité de l'information génétique. Expression de cette information génétique, mettre en évidence la relation protéine, caractère, gène, protéine, du coup, relation gène, protéine, protéine, caractère. Déduire c'est quoi la mutation, bien sûr en utilisant le code génétique. Réaliser des schémas en relation avec les phases de la mitose et en relation avec la nature chimique du matériel génétique. Le deuxième sous-domaine, désolé, mécanisme de l'expression de l'information génétique, c'est-à-dire les étapes de l'expression de l'information génétique qui sont, bien entendu, la transcription au niveau du noyau et la traduction qui se produit au niveau des ribosomes, au niveau du cytoplasme, bien entendu. Passons au troisième sous-domaine. Toujours, on est dans le domaine de la nature de l'information génétique. C'est la transmission de l'information génétique via la reproduction sexuée. Quand je dis reproduction sexuée, c'est-à-dire méiose suivie d'une fécondation. Il faut bien distinguer entre la mitose et la méiose. Donc, les connaissances, c'est connaître aussi les phases de la méiose. Qu'est-ce qu'un karyotype? La notion de karyotype. Différencier entre karyotype haploïde et karyotype diploïde. Rôle de la méiose dans la formation des gamètes, dans la fécondation. Et bien entendu, le principal rôle de la méiose qui est la diversité génétique de nouveaux allèles, de nouveaux génotypes, de nouveaux phénotypes, c'est-à-dire la diversité génétique grâce, bien entendu, au brassage. Brassage intrachromosomique qui se produit pendant la prophase 1, quand les gènes sont liés, et le brassage interchromosomique qui se produit pendant l'anaphase 1, quand les gènes sont indépendants. Donc, décrire et reconnaître les phases de la méiose, les deux phases, la division réductionnelle suivie de la division équationnelle, les phases de la division réductionnelle, prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, les phases de la division équationnelle, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2, analyser des karyotypes d'espèces diploïdes, déduire le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage des allèles. La méiose permet un brassage intra et inter. La fécondation permet uniquement un brassage interchromosomique. L'exploitation des données, réaliser des schémas en relation avec les phases de la méiose. Passons au quatrième sous-domaine, c'est les lois qui gèrent la transmission des caractères, qu'on a appelées les lois statistiques de la transmission des caractères génétiques chez les diploïdes. Donc, ce sont les lois de Mendel. On a commencé, bien entendu, par le monohybridisme, la dominance, la codominance, gène létal, lié au sexe, et on a passé par suite au dihybridisme, c'est-à-dire l'étude de deux caractères. Le monohybridisme étudie un seul caractère, transmission d'un seul caractère, ayant deux allèles. Le dihybridisme, c'est la transmission de deux caractères. Donc, quand on a un dihybridisme, on est censé connaître la liaison entre les gènes. On a deux types de croisements qui permettent d'identifier la liaison entre les gènes. C'est le croisement BAC-cross F1 récessif qui donne les pourcentages des deux types parentaux et des deux types recombinés. C'est si le pourcentage des deux types parentaux est équiprobable au pourcentage des deux types recombinés, c'est que les gènes sont indépendants et on a un brassage interchromosomique. Si le pourcentage des deux types parentaux domine ou bien supérieur au pourcentage des deux types recombinés, c'est que les gènes sont liés et on a un brassage intrachromosomique. On a aussi un linkage absolu, les gènes sont liés absolument. Absence de type recombiné, on a uniquement les deux types parentaux, donc
C'est un linkage absolu et qu'on rencontre chez le mâle de la drosophile quand les gènes sont liés. Le mâle de la drosophile a un linkage absolu, les gènes sont liés absolument. Donc, le mono, le dihybridisme, notion de lignée pure, homozygote, hétérozygote, phénotype, génotype, échiquier de croisement. C'est quand on nous demande de réaliser l'interprétation chromosomique, si on a plusieurs gamètes donc censés établir un échiquier de croisement, connaître la dominance, la codominance, gène létal, hérédité liée au sexe, c'est-à-dire liée au sexe gonosomial, non liée au sexe autosomial, et bien sûr le brassage intra et inter. Donc, analyser et interpréter les lois, c'est-à-dire le mode de transmission du caractère. Si les couples d'allèles, bien entendu, sont liés ou bien sont indépendants, schématiser le brassage intra ainsi que le brassage interchromosomique. Le brassage intra si les gènes sont liés, le brassage inter si les gènes sont indépendants, et bien entendu, si les gènes sont liés, on doit calculer la distance factorielle et établir ce qu'on appelle la carte factorielle. Donc la distance factorielle, c'est le pourcentage des types recombinés, sachant que 1% représente un centimorgon. Donc, une fois on a calculé le pourcentage des types recombinés, on peut calculer la distance factorielle et établir, bien entendu, la carte factorielle. Passons au troisième domaine, troisième chapitre, l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Ce chapitre-là comporte 4 sous-chapitres. Ce domaine-là comporte 4 chapitres. Le chapitre numéro 1, ce sont les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Donc, on a des ordures ménagères. S'il y a une bonne gestion de ces ordures-là, ils auront un impact positif sur la santé, sur l'économie, ainsi que sur l'environnement. Cette bonne gestion, ou bien cette gestion réfléchie, consiste à la première opération qui est le tri, puis les procédures de valorisation des déchets. On a des déchets organiques et on a des déchets inorganiques. S'il s'agit de déchets organiques, les procédures de valorisation, le compostage, la biométhanisation, ainsi que l'incinération. S'il s'agit bien entendu de déchets inorganiques, c'est le recyclage, c'est-à-dire réutiliser les déchets comme matière première pour synthétiser de nouveaux produits. Donc, si bien entendu on a une mauvaise gestion de ces déchets, ils auront un impact négatif sur l'économie, le coût élevé de traitement des déchets, sur la santé des maladies, sur l'environnement, c'est la pollution de l'eau, de l'air et du sol. C'est bien entendu le chapitre numéro 2 qui est la pollution liée à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques. S'il y a une mauvaise gestion, c'est un impact négatif. Sur la santé économique, l'environnement, on va commencer par la pollution et les milieux pollués. Donc les milieux pollués sont l'air, l'eau, le sol. Les phénomènes de la pollution de l'air, l'effet de serre, trop d'ozone et les pluies acides. La pollution de l'eau, il y a les eaux douces, il y a les eaux salées, les eaux douces, les eaux salées comme les accidents maritimes, rejet des eaux usées, rejet des déchets, la pollution des eaux superficielles, des eaux douces. On a les eaux superficielles, on a aussi les eaux souterraines. Comme phénomène de pollution des eaux souterraines, c'est l'infiltration du lixivia. C'est un liquide qui résulte de la percolation de l'eau à travers les déchets. C'est une eau qui est pleine de germes et qui a une mauvaise odeur, bien entendu. L'infiltration des pesticides, des insecticides, l'utilisation excessive des engrais chimiques, les sels de phosphate et nitrate. Comme phénomène de pollution des eaux superficielles, c'est le phénomène d'eutrophisation, la pollution thermique et aussi le phénomène de bioaccumulation. Donc, on doit censé connaître les problèmes relatifs à la pollution ainsi que exploiter
ces données, appliquer le raisonnement pour résoudre le problème de la pollution des milieux naturels, montrer la répercussion négative de ces polluants sur l'environnement et l'économie, donner son opinion, bien entendu, proposer des mesures qui visent à réduire les effets négatifs des polluants. Passons, bien entendu, au chapitre numéro 3. Donc, chapitre numéro 3, c'est la radioactivité et l'énergie nucléaire. Donc, ce chapitre-là, vous l'avez déjà étudié. Qu'est-ce qu'un élément radioactif, demi-vie, les rayonnements alpha, bêta et gamma, physique, chimie, bien entendu. Ce que vous êtes censé connaître dans ce chapitre-là, ce sont les domaines d'utilisation de la radioactivité, comme domaine agroalimentaire, stérilisation, conservation des aliments, recherche scientifique, la diagnostic des maladies, c'est le domaine médical, désolé, diagnostic des maladies, radiothérapie, recherche scientifique comme la datation absolue des roches. Donc, c'est l'essentiel à retenir dans ce chapitre-là. On a un dernier chapitre, c'est le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux. Comment connaître si un milieu est pollué? C'est-à-dire, c'est évaluer le degré de salubrité de l'eau, de l'air et du sol. Donc, on a des moyens qui permettent d'évaluer ce degré de salubrité. Pour l'eau, on a 3 indices. On a l'indice biotique, qui se base sur les invertébrés aquatiques qui sont sensibles à la pollution, et leur présence dans ce milieu indique que ce milieu n'est pas pollué, cette eau n'est pas polluée. On a aussi les DBO5, la demande biologique en oxygène pendant 5 jours, et on a aussi la demande chimique en oxygène, plus DBO5, DCO élevé, l'eau elle est polluée. On a aussi pour le milieu, pour l'air, c'est comparer la concentration de certains polluants CO2, par exemple NO2, dans l'atmosphère, en la comparant avec les normes imposées par l'OMS. Pour évaluer le degré de salubrité du sol, on a l'IBQS, indice biologique de la qualité du sol, plus IBQS élevé, plus le sol est de bonne qualité. Et enfin, le dernier domaine, le dernier chapitre, phénomènes géologiques accompagnant la formation de chaînes montagneuses et la relation avec la tectonique des plaques. Donc, sur le domaine de la géologie, on a 3 chapitres. On a la formation des chaînes montagneuses, on a le métamorphisme et sa relation avec la formation de chaînes montagneuses, on a la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. On va commencer par la formation de chaînes montagneuses, connaître les différents types de chaînes montagneuses, les caractéristiques ou bien les critères ou bien les indicateurs qui permettent d'identifier le type de chaîne montagneuse. Chaque type de chaîne montagneuse possède des critères qui permettent de l'identifier, comme par exemple les critères de chaîne de subduction, comme exemple les ondes. On a des critères géophysiques qui sont l'anomalie thermique, activité volcanique et sismique, des critères structuraux, prisme d'accrétion fosse océanique, des critères pétrographiques, landésite et granodiorite, et on a aussi des critères tectoniques, des déformations tectoniques qui sont des plis et des failles, bien entendu, inverses. Donc, il faut dégager les caractéristiques pétrographiques des montagnes, établir la relation entre les chaînes et la dynamique des plaques, déterminer les étapes de la genèse des chaînes de montagne, représenter les conditions de formation du chêne, réaliser un schéma de synthèse des étapes de formation d'une chaîne montagneuse, que ce soit une chaîne de subduction, une chaîne d'obduction ou bien une chaîne de collision. Quand il y a formation des chaînes montagneuses, on assiste en même temps à des déformations tectoniques qui sont soit des déformations cassantes comme les failles, des déformations souples comme les plis, et on a aussi des formations qui ne sont pas simples comme les chevauchements, les nappes de charriage.
Passons au chapitre numéro 2, c'est le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc, quand il y a formation de chaînes montagneuses, les roches préexistantes subissent bien entendu des changements dans la structure, des changements dans la composition minéralogique, suite aux nouvelles conditions qui règnent pendant soit la subduction, soit pendant la collision, donnant ainsi naissance à de nouvelles roches, appelées les roches métamorphiques. Donc, censées distinguer entre les roches métamorphiques qui caractérisent la zone de collision, qui sont schiste, mécaschiste, gneiss. Connaître la structure de chaque type de roche métamorphique. Distinguer entre les roches métamorphiques qui caractérisent la zone de subduction, qui sont schiste vert, schiste bleu et éclogite. Donc, il faut déterminer les domaines de stabilité des minéraux. Donc, je vous ai dit qu'il y a des changements dans la composition minéralogique, c'est-à-dire qu'il y a apparition de nouveaux minéraux, disparition d'autres, certains persistent, d'autres apparaissent et disparaissent. Connaître les domaines de stabilité des minéraux index, c'est quoi un minéral index, c'est quoi un minéral indicateur. Établir la relation entre les minéraux et la série métamorphique comme schiste, mécaschiste, gneiss, schiste vert, schiste bleu, éclogite. Distinguer, reconnaître quoi le métamorphisme dynamique. Le métamorphisme dynamique, c'est-à-dire haute pression, basse température, qui caractérise les zones de subduction. Le métamorphisme thermodynamique, ou bien qu'on appelle régional, c'est le métamorphisme haute pression, haute température qu'on rencontre dans les zones de collision. Il faut représenter les étapes du métamorphisme, déduire à partir de l'étude des cartes les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques dans les zones de subduction et dans les zones de collision. Donc, quand il y a un métamorphisme, ce métamorphisme s'accompagne après, comme résultat du métamorphisme de zone de collision, on assiste à l'apparition de nouvelles roches appelées les granites. Donc, on va passer à la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Donc, je vous ai dit que uniquement dans la zone de collision. N'en parlons pas de la zone de subduction, n'en parlons pas des roches métamorphiques de la zone de subduction. On parle uniquement des roches métamorphiques de la zone de collision et bien entendu le gneiss. Donc on a schiste, mécaschiste, gneiss. Donc si ce gneiss atteint des conditions extrêmes de pression et de température, il va subir une fusion partielle, donnant ainsi une roche intermédiaire qui n'est ni métamorphique ni granitique, c'est la migmatite, qui a une texture mixte, grenue, qui rappelle le granit, et folie, qui rappelle le gneiss. Fusion totale de la migmatite, ça va donner un magma granitique. Ce magma granitique, si il se solidifie sur place en profondeur, c'est un granit d'anatexie. Si ce magma migre un peu moins profondément, s'introduit entre les roches avoisinantes, c'est un granit intrusif, donc censé distinguer entre le granit d'anatexie et le granit intrusif. Et on a une nouvelle notion, c'est le métamorphisme thermique ou de contact, qui est en relation avec uniquement le granit intrusif. Essayez de distinguer sur la carte géologique entre un granit d'anatexie et un granit intrusif. Le granit intrusif occupe une petite superficie. Il est entouré d'une auréole métamorphique, formée de roches peu métamorphisées comme les cornéennes et les schistes tachetés. Le granit d'anatexie occupe une grande surface. Il est toujours lié à la migmatite, le gneiss, schiste, mécaschiste, schiste. Il a une relation avec le métamorphisme thermodynamique, alors que le granit intrusif a une relation avec, il cause le métamorphisme thermique ou bien de contact. Donc, censé déterminer les caractéristiques minéralogiques structurales du granit.
Utiliser le diagramme de variation de conditions de pression de température pour déterminer l'origine du granit. Les caractéristiques minéralogiques du granit intrusif et des roches avoisinantes. Analyser des cartes et des courbes géologiques. Exprimer la relation entre granitisation et métamorphisme. Et comme bilan général, c'est réaliser une synthèse des données en établissant la relation entre les différents phénomènes géologiques étudiés et la tectonique des plaques, réaliser un schéma de synthèse, bien sûr, pour montrer la relation entre les différents phénomènes géologiques étudiés et la tectonique des plaques. Et bien ensuite, le dernier chapitre. La deuxième partie, c'est le domaine des habilités. Donc, on a la restitution des connaissances. C'est la première partie, la restitution des connaissances. Cette restitution des connaissances vise à évaluer chez l'apprenant le degré de maîtrise de connaissances en utilisant soit des questions à choix multiples, QCM, des questions alternatives vrai ou faux, des questions à appariement, des questions de sériation et de classification, des questions à réponse courte, définir, légender, donner un schéma, un graphique, voilà, connaître des lois, des théories, des termes, et ainsi de suite. Elle représente 25% comme importance. La deuxième partie, qui représente 75%, c'est le raisonnement scientifique. C'est des exercices. La partie de raisonnement et communication vise à évaluer chez l'apprenant le degré de maîtrise des habilités et des aptitudes suivantes. Déterminer et formuler un problème scientifique. Utiliser des connaissances, sélectionner et organiser des informations en relation avec le sujet d'étude. Relier les informations avec les acquis pour résoudre le problème scientifique posé. Proposer et formuler une ou des hypothèses en relation avec le problème scientifique. Mobiliser des informations pour résoudre le problème scientifique posé. Proposer des outils adéquats pour vérifier l'hypothèse. Décrire et analyser les données scientifiques. Comparer et expliquer, interpréter des résultats. Déduire et généraliser. Donc, il faut toujours passer par l'explication, par l'analyse, puis l'explication, puis enfin la déduction. Analyser, expliquer et déduire. Utiliser des principes, des lois, des modèles pour expliquer, interpréter des phénomènes. Réaliser une synthèse, exprimer une opinion. Représenter une structure ou un phénomène. Traduire des données numériques sous forme de tableau ou bien de graphique. Réaliser un schéma fonctionnel et réaliser un schéma de synthèse. Donc, si vous avez, par exemple, la restitution des connaissances dans le domaine 1 qui est la respiration, la fermentation, ou bien le muscle, donc, vous n'aurez pas le raisonnement scientifique dans ce domaine-là. Donc, restent les autres domaines, reste l'information génétique, reste la pollution, et bien entendu la géologie. Donc on a ici un récapitulatif sur chaque domaine. Bien sûr le raisonnement scientifique, la restitution des connaissances. Donc le chapitre numéro 1, la consommation de la matière et flux d'énergie. Donc le raisonnement scientifique, ça représente 25%, donc 5 points. Si ce domaine principal ne figure pas dans la partie 1, qui est la restitution des connaissances, donc 0%, il va figurer dans la partie 1, qui est, bien entendu, le raisonnement scientifique. Donc, on a consommation de la matière organique, on a nature de l'information génétique, aussi 25%, 5 points. On a utilisation des matières organiques, aussi 5 points. On a les phénomènes géologiques, 5 points, donc total ça fait 20 points. 25% représente la restitution des connaissances, 75%, qui 15 points, représente le raisonnement scientifique. Et je vous souhaite bonne chance pour tout le monde. Pour finir mon intervention, chers élèves bacheliers, je tiens beaucoup à vous souhaiter beaucoup de courage et plein de succès pour vos examens.
Soyez sûrs de vos aptitudes, croyez en vos qualités et qualifications. Vous êtes les leaders de demain et sur vos épaules repose l'avenir du pays. Nous, corps enseignants, vous faisons confiance. Bonne chance pour tout le monde.